Bonjour et bienvenue dans le deuxième chapitre d'Herborance de Charles Ferdinand Ramus. On était resté avec ce moment où deux hommes près d'un feu se réchauffaient puis s'endormaient dans une nuit étrange, dans un lieu étrange, et une menace tout d'un coup s'approchait et arrivait. Chapitre 2 d'Herborance. Le mot chante doux. Il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Cette phrase-là qui commence le deuxième chapitre de d'Herborance, c'est sans doute la phrase qui m'a le plus marqué à ma lecture première et à mes lectures suivantes. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu ce livre-là, mais je crois l'avoir lu déjà plusieurs fois. Ce jeu sur le son d'Herborance, sur ce mot, ce titre de roman, ce lieu. Le mot chante doux, il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez dur et marqué, puis hésite et retombe, pendant qu'on se chante encore d'Herborance, et finit à vide, comme s'il voulait signifier par là la ruine, l'isolement, l'oubli. D'Herborance. Je le prononce aujourd'hui avec le nez un peu bouché, et sa musicalité en est peut-être atténuée, mais d'Herborance. Décrire ce qu'est un son pour ensuite décrire ce qu'est le lieu, cette relation qu'il y aurait entre le nom qu'on donne à un lieu et le lieu lui-même. Car la désolation est maintenant sur les lieux qu'il désigne. Plus aucun troupeau n'y monte. L'homme lui-même s'en est détourné. C'est à 5 ou 6 heures de la plaine quand on vient de l'ouest, c'est-à-dire du pays de Vaud. D'Herborance, où est-ce ? On vous dit, c'est là-bas derrière. L'imprécision de l'indication d'un « on » dont on ne sait pas qui il s'agit, c'est un lieu éloigné, un lieu qu'on a éloigné. Il ne l'a pas toujours été, on le verra dans la suite. Il faut monter longtemps, en sens inverse d'un torrent à la belle eau qui est comme de l'air au-dessus des pierres de son lit, tellement elle est transparente. D'Herborance, on répète ce mot, avec sa prosodie particulière. D'Herborance, c'est entre deux longues arêtes irrégulières qu'il faut d'abord longuement s'élever. Déjà la présence du R, des arêtes, de quelque chose de rocailleux, de quelque chose déjà presque d'inhumain. Elles sont comme deux lames de couteau, dont le dos serait fiché en terre et le tranchant tout ébréché montre son acier qui brille par places et ailleurs est rongé de rouille. Voyez, on monte, mais le lieu est tranchant, le lieu est inhospitalier. Et à droite et à gauche, elles augmentent de hauteur, ces arêtes. À mesure qu'on s'élève, elles s'élèvent elles-mêmes. Et le mot continue à vous chanter doux dans la tête. On revient à la première phrase du chapitre. Il vous chante doux est un peu. La liaison est peut-être inutile ici. Il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Et ça revient donc. Même si le lieu n'est pas doux, la douceur s'en est allée, semble-t-il. Mais on n'y est pas encore. Le mot continue à vous chanter doux dans la tête pendant qu'on passe près des beaux chalets d'en bas, qui sont longs, bien crépis de blanc, avec un toit fait de bardeaux semblables à des écailles de poissons. Tout d'un coup, le lieu qu'on traverse
ramène cette douceur qu'on avait déjà le pressentiment de perdre. Il y a des étables pour les bêtes, il y a de riches fontaines. Toujours cette manière très simple de décrire, avec ces il y a des étables pour les bêtes, il y a de riches fontaines. Un lieu tout simple, mais riche et habité d'humains et d'animaux. Mais c'était peut-être le dernier lieu. Riche. On monte toujours. La pente raidit. On est arrivé maintenant dans de grands pâturages, tout au... Je reprends. On est arrivé maintenant dans de grands pâturages tout coupés de ressauts pierreux qui leur font des étages successifs. Ouais, c'est mieux comme ça, avec toujours ce R. Hein. On est arrivé maintenant dans de grands pâturages tout coupés de ressauts pierreux qui leur font des étages successifs. Ouais, que le lieu est difficile d'accès et même à la lecture, c'est difficile d'accès d'Herborance. On n'y est pas encore. Ce on toujours, ce on. Qui est-ce ? Qui est-ce ? On, c'est n'importe qui, c'est tout le monde, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est on. On passe d'un de ces étages au suivant. On n'est déjà plus bien loin d'Herborance. On n'est plus bien loin non plus de la région des glaciers, parce qu'à force de monter, on arrive finalement à un endroit qui est un col, lequel est formé par le resserrement des chênes juste au-dessus des pâturages et des chalets d'Anzinda, qui font là comme un petit village. Le comme qu'utilise beaucoup Charles Ferdinand Ramus, mais ici c'est comme un village. C'est déjà plus un village. Avant, on avait encore le village. Là, il n'y a déjà presque plus de village. Peu avant que l'herbe elle-même cesse, et depuis longtemps, il n'y a plus d'arbres. D'Herborance, c'est là tout près. C'est plus là-bas derrière, comme il était écrit avant, alors que c'est haut, c'est pas là-bas. Mais là, on y est presque, mais toujours presque. Il faut encore attendre pour y être. D'Herborance, c'est là tout près. On n'a plus qu'à aller droit devant soi. Et tout à coup, le sol vous manque sous les pieds. Tout à coup, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Alors qu'avant, on était dans une approche, là, on sent qu'on y est, mais on y est, on est à quelque part dans le vide. Tout à coup, la ligne du pâturage qui s'affaisse dans son milieu se met à tracer dans rien du tout sa courbe creuse. Et on voit qu'on est arrivé parce qu'un immense trou s'ouvre brusquement devant vous, étant de forme ovale, étant comme une vaste corbeille aux parois verticales sur laquelle il faut se pencher parce qu'on est soi-même à près de 2000 mètres et c'est 500 ou 600 mètres plus bas qu'est son fond. D'Herborance, c'est le vide. C'est ce lieu devant vous et ce vous-là qui arrive pour nous mettre, nous, dans cette situation de vertige et de peur peut-être. On se penche, on avance un peu la tête. Un peu de froid vous est soufflé à la figure. Et à nouveau ce vous. Et on sent presque le froid qui nous arrive à la figure. D'Herborance, à nouveau le mot qui scande ce chapitre. D'Herborance, c'est d'abord un peu d'hiver qui vous vient contre en plein été, parce que l'ombre y habite presque toute la journée, y faisant son séjour même quand le soleil est à son plus haut point du ciel, et on voit qu'il n'y a plus là que des pierres et encore des pierres. Voilà ce qu'est devenu d'Herborance. Les parois tombent à pic, de tous les côtés, plus ou moins hautes, plus ou moins lisses, tandis que le sentier se glisse contre celle qui est au-dessous de vous, à nouveau vous, en se tortillant sur lui-même comme un ver. Il y a toujours ces airs aussi, qui, comme un ver,
un ver de terre, un ver qui fait peur, évidemment, et où que vous portiez vos regards en face de vous, comme à votre gauche et à votre droite, c'est debout ou couché à plat, suspendu dans l'air ou tombé, c'est, vous voyez la répétition du c'est qui vient à nouveau donner ces scansions, parce qu'on a un texte qui se veut scandé dans le sens où on s'arrête. C'est pas lisse, c'est rempli de pierres, et ces chevilles ici sont des pierres qui nous arrêtent et qui fait qu'on ne peut pas être dans quelque chose de plat et de lisse. Au contraire, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la montagne. C'est s'avançant en éperon ou retiré en arrière, ou encore faisant des plis qui sont d'étroites gorges. C'est partout la roche, rien que la roche. Partout sa même désolation. Pierre, la roche, la désolation. Le soleil, qui est sur elle, partiellement la colore encore de façon diverse. Parce que l'une des chaînes projette son ombre sur l'autre, et celle des chaînes qui est au midi projette son ombre sur celle qui est au nord. Et on voit le haut des parois qui est jaune comme le raisin mûr, ou qui est rose comme la rose. Description quasiment abstraite, juste de jeu de lumière et de couleurs ici. Mais à quoi ressemble vraiment ce paysage ? C'est difficile à se représenter, il y a quelque chose qui nous échappe, parce que c'est simplement des arêtes, des roches, des pierres, et le jeu du soleil qui ne peut pas tout éclairer. Mais l'ombre monte déjà. Elle monte toujours plus. Elle s'élève à petits coups, irrésistiblement comme fait l'eau dans le bassin d'une fontaine. On retrouve la fontaine de tout à l'heure, les riches fontaines, mais ici c'est plus qu'une comparaison, il n'y a plus vraiment de fontaine, c'est une fontaine d'ombre. Et à mesure qu'elle monte, tout s'éteint, tout se refroidit, tout se tait, tout défaille et meurt. Pendant qu'une même triste couleur, une même teinte bleuâtre se répand comme un fin brouillard au-dessous de vous, à travers quoi on voit deux petits lacs mornes luire encore un peu, puis cesser de luire, posés à plat dans le désordre comme des toitures de zinc. Voilà l'ombre qui gagne. Le soleil qui disparaît si le soleil ne revenait pas, c'est le titre d'un autre roman de Charles-Ferdinand Ramus. Dans ces lieux de montagne, le soleil est rare, il peut être extrêmement pesant quand on est en plein soleil, mais dès qu'on est un peu en contrebas, il s'éloigne, semble-t-il définitivement. Car il y a encore ce fond, je reprends parce que je m'en mets un peu, voilà, ça c'est les aléas, j'allais dire du direct, mais mon idée elle est vraiment de pas trop faire de coupures là-dedans, donc parfois le texte me résiste et j'essaye de retomber sur mes pattes, et le texte de Ramus est un texte qui résiste d'une certaine manière, justement parce qu'il a ce côté abrupt de la montagne. Car il y a encore ce fond, mais regardez bien, rien n'y bouge. Vous avez beau regarder longtemps et avec attention, tout y est immobilité. Regardez, des hautes parois du nord à celles du sud, nulle part il n'y a plus de place pour la vie. Tout est recouvert au contraire par ce qui est son empêchement. Il y a quelque chose qui est mis partout entre ce qui est vivant et nous. Ce nous qui remplace le vous. On a dit regarder avant, on avait ces impératifs où vraiment le narrateur s'adresse au lecteur, regardez là, comme une sorte de guide de montagne, et on le suit et tout d'un coup il n'y a plus personne. Il y a quelque chose qui est mis partout
entre ce qui est vivant et nous. Nous, sommes-nous vivants encore ? Voilà la question qu'on se pose presque, puisqu'il y a quelque chose entre ce qui est vivant et nous, il y a plus de vie. C'est d'abord comme du sable dont le cône, par son petit bout, est à demi engagé dans la paroi du nord. Et de là partout répandu, comme des dés hors du cornet, c'est en effet comme des dés de toutes les grosseurs. On voit cette répétition, des dés. Un bloc qui est carré, un autre bloc, et ensuite c'est de nouveau le mot bloc qui est répété, et le mot carré aussi d'ailleurs, un bloc qui est carré, un autre bloc qui est carré, des superpositions de blocs, puis des successions de blocs, petits et gros recouvrant ce fond à perte de vue. Voilà la description de d'Herborance aujourd'hui, ou au temps où Ramus l'a décrit, c'est-à-dire en 1936, mais le lieu n'a pas beaucoup changé depuis, semble-t-il. Je n'y suis pas allé, ou du moins pas récemment. Mais autrefois, deuxième partie du chapitre, il y a un petit espace qui est fait ici. Autrefois, pourtant, ils y montaient en grand nombre, à d'Herborance. On assure même qu'ils étaient près d'une cinquantaine à y monter, certaines années. Ils y montaient par la gorge qui débouche à son autre bout sur le Rhône. Ils venaient d'Aïr et de Premier, qui sont des villages valaisans, haut perchés sur le versant nord de la vallée du Rhône. Ils déménageaient vers le milieu de juin avec leurs petites vaches brunes et leurs chèvres, ayant construit là-haut, à leur usage, beaucoup de chalets en pierre sèche, couverts de feuilles d'ardoise, où ils restaient 2 ou 3 mois. Là, on a une image beaucoup plus bucolique, qui tout d'un coup nous est créée, cette image qu'on a peut-être des Alpes suisses, des Alpes valaisannes ici, avec cette vie qui est extrêmement pittoresque. Ces fonds, en ces temps-là, étaient, dès le mois de mai, tout peints d'une belle couleur verte, car là-haut, c'est le mois de mai qui tient le pinceau. La métaphore picturale était déjà présente avant avec ses teintes bleuâtres. Ce lieu aux couleurs mornes, presque unies, et ici non, le vert. Là-haut, on dit là-haut quand on vient du Valais. Mais quand on vient dans un da, on dit là en bas. Là-bas, là en bas, là-bas derrière, comme on a lu avant. Ou là au fond. On voit la différence de perspective. On n'y arrive pas depuis la même côte. On part soit de Vaud, soit du Valais. On passe près de ces fameux diablerets évoqués dans le premier chapitre et ce n'est pas la même chose. Depuis le Valais, on monte, depuis Vaud, on descend. Et donc là, tout d'un coup, on remonte. Ou plutôt, on redescend. Puisqu'on était plus haut. Enfin là, je m'en mêle à peu près les pinceaux aussi, puisqu'il est question de pinceaux, c'est peut-être ça. Donc là-haut, c'est comme ça qu'on dit en Valais. Et là-bas, ou là en bas, c'est comme ça qu'on dit de l'autre côté, dans le canton de Vaud. La neige, en se retirant, faisait de gros bourrelets. Ils découvraient sur leur bord, dans l'humidité noire, que la vieille herbe recouvrait mal d'une espèce de feutre terne, toute espèce de petites fleurs s'ouvrant à l'extrême limite d'une frange de glace plus mince que du verre à vitre plutôt. D'une frange de petites glaces, non, je reprends, d'une frange de glace plus mince que du verre à vitre. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a un côté proche des constructions humaines qu'on n'avait pas avant dans une description beaucoup plus inhumaine. Toute espèce de petites fleurs de la montagne avec leur extraordinaire éclat, leur extraordinaire pureté, leurs extraordinaires couleurs.
Le ton a changé. Plus blanche que la neige, plus bleue que le ciel, ou orange vif ou violette. Les crocus, les anémones, les primevères des pharmaciens. Elle faisait, de loin, entre les taches grises de la neige qui allait se rétrécissant, des taches éclatantes. Comme sur un foulard de soie, un de ces foulards que les filles achètent en ville. On voit à chaque fois l'humain revenir, les foulards des filles en ville, les vitres, les pharmaciens. Donc, c'est humain, c'est vivant, c'est encore à nous. Donc, comme, toujours avec cette comparaison omniprésente chez Ramu, comme sur un foulard de soie, un de ces foulards que les filles achètent en ville quand elles y descendent pour la foire à la Saint-Pierre ou à la Saint-Joseph. Puis, c'est le fond même de l'étoffe qui change. Le gris et le blanc s'en allaient, le vert éclatait de partout. C'est la sève qui repart, c'est l'herbe qui se montre à nouveau, c'est qui scande, c'est du présent, alors qu'on était dans une description d'un temps passé révolu. C'est l'herbe qui monte, non, c'est l'herbe qui se remonte, je commence à fatiguer, mais le chapitre est bientôt fini, donc je vais quand même arriver au bout sans devoir m'arrêter en plein milieu. C'est l'herbe qui se montre à nouveau, qui se montre comme quelqu'un se montrerait. Elle était timide et elle revient, elle ose se montrer. C'est comme si le peintre, on retrouve la métaphore picturale, c'est comme si le peintre avait d'abord laissé tomber de son pinceau des gouttes de couleur verte, puis elles se rejoignaient. Ah, d'Herborance, tu étais belle. Tout d'un coup, ce tu, on avait des on avait des vous, on avait des nous même. Tout d'un coup, tu, d'Herborance devient vivant ou vivante. C'est un nom féminin. Ah, d'Herborance, tu étais belle en ce temps-là, belle et plaisante et accueillante, te tenant prête dès le commencement de juin pour les hommes qui allaient venir. Évidemment, ici, la métaphore féminine et d'ordre sexuel est tout à fait évidente. Prête pour les hommes, c'est les hommes qui montent à la montagne, qui montent à d'Herborance. Comme ils vont rejoindre une femme, tout en quittant celle qui est restée en bas. C'était présent ça dans le premier chapitre, et ça reviendra. Ils n'attendent que ce signe de toi. Un après-midi, le bruit diffus et monotone du torrent dans sa gorge laissait entendre, en s'entr'ouvrant, le tintement d'une sonnaille. Il était percé et fendu. Là encore, les allusions sexuelles sont là. Percé, fendu, la gorge s'entr'ouvre. On voyait paraître une première bête, puis 10, puis 15, puis jusqu'à 100. Le petit berger, des chèvres soufflaient dans sa corne. Là, tout d'un coup, l'image bucolique qui revient, image d'un passé mythique presque. Ils allumaient le feu dans les chalets. Partout, en haut des cheminées ou par les trous des portes, un joli petit plumet bleu balançait doucement dans l'absence de tout courant d'air. C'est pas le même feu qu'au début, dans le premier chapitre où il faut faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. Les fumées grandissaient, elles s'aplatissaient du bout, elles se trouvaient confondues dans leur partie supérieure, faisant comme un plafond transparent, comme une étoile. Non, comme une toile d'araignée, mais presque quelque chose d'étoilé, effectivement, ici. Comme une toile d'araignée tendue à plat, à mi-hauteur des parois, au-dessus de vous. Et dessous, la vie reprenait, et la vie continuait, avec ses toits posés non loin les uns des autres, comme des petits livres sur un tapis vert, tous ces toits reliés en gris. On voit ici la présence de la culture, la présence de l'humain des villes. Il y avait déjà les pharmaciens avant, et
les vitres, etc. Et il y a ici les petits livres, avec 2 ou 3 petits ruisseaux qui brillaient par place, comme quand on lève un sabre, et puis le combat. Ici aussi, avec des petits... Non, rien n'est petit ici. Et avec, disais-je, avec des points ronds et des points ovales qui bougeaient un peu partout. Les points ronds étant les hommes, les points ovales étant les vaches. Là, on prend de la hauteur et on voit ces points qui bougent et cette vie qui occupe ces lieux. Quand Derborance était encore habitée, c'est-à-dire avant que la montagne fût tombée. Mais à présent, elle vient de tomber. C'est la fin du chapitre. La montagne est tombée. Qu'est-ce que ça veut bien signifier? Comment est-on passé de cette vie joyeuse à cette désolation des pierres et des roches décrites au début, à cette mort? Eh bien, ce sera ce qu'on verra dans le chapitre 3 de Derborance de Charles Ferdinand Ramus. Au revoir et à bientôt.